Avez-vous déjà ressenti ce moment presque indescriptible? Un frisson silencieux qui surgit avant même toute pensée, comme si quelque chose en vous se brisait et, simultanément, commençait à se reconstruire. C'est comme si une fissure s'ouvrait au milieu de la routine et laissait échapper un souffle ancestral, un appel qui ne demande ni permission, ni logique, qui dit simplement « Regardez à l'intérieur maintenant ». C'est de ce choc que naît ce voyage, une invitation inévitable, presque un ordre intérieur. L'air change, la peau perçoit avant l'esprit, et vous savez que vous êtes sur le point de franchir un passage que vous avez déjà franchi sans vous en rendre compte. Carl Jung disait que l'inconscient n'attend pas notre courage pour agir, il agit puis exige que le courage le rattrape. C'est peut-être précisément ce qui vous arrive en ce moment, même si vous tentez encore de le dissimuler, de fuir ou de le rationaliser. Peut-être que quelque chose change depuis longtemps, silencieux comme un murmure ancestral qui n'a jamais cessé d'appeler votre nom. La vérité, c'est qu'il existe un moment où la vie semble s'interrompre entre deux pensées, un espace étroit où la conscience se replie sur elle-même, où aucune certitude ne prévaut et aucune explication ne suffit. C'est là que naît généralement le sentiment d'être brisé, non pas parce qu'on est véritablement anéanti, mais parce qu'on est poussé en territoire où les anciennes structures ne tiennent plus. Ce que l'on perçoit comme ruine n'est peut-être que le premier signe de reconstruction. Mais l'esprit, trompeur et précipité, s'obstine à nommer ce processus par ses aspects les plus sombres. Il dit que c'est de la douleur, que c'est un échec, que c'est de l'épuisement, alors qu'en réalité il s'agit peut-être simplement d'un changement qui réorganise silencieusement chaque élément. Et pourtant, on tente de traduire, de contrôler, de faire entrer de force dans des mots ce qui n'était pas fait pour entrer. C'est dans ce conflit que beaucoup se perdent avant même de commencer à se trouver. La question qui se pose inévitablement est donc la suivante: comment distinguer l'effondrement de la renaissance? Jung enseignait que ce qui ressemble à une fin n'est souvent que la surface d'un mouvement qui se déroule dans les profondeurs de la psyché. Le problème, c'est que nous sommes habitués à rechercher des signes grandioses, des révélations lumineuses, des scènes cinématographiques de découverte de soi. Nous voulons entendre des trompettes intérieures annonçant la guérison. Nous aspirons à la certitude soudaine d'être enfin guéris. Mais la guérison arrive rarement de façon spectaculaire. Elle préfère l'anonymat, la discrétion, le crépuscule. Elle arrive comme un changement dans l'atmosphère, comme une légèreté à peine perceptible, comme un désir soudain de respirer plus lentement. Parfois qu'elle arrive comme absence, absence de désespoir, absence d'urgence, absence de cette impression de toujours courir après soi. Et c'est dans cette absence que naît la véritable présence. C'est étrange, car la première réaction face à ces signes est toujours le doute. On s'interroge, on se méfie, on analyse, on déconstruit chaque sensation pour vérifier sa réalité. C'est presque comme si l'on croyait ne pas mériter la possibilité d'aller mieux. L'esprit tente de saboter le processus, en ressasser de vieilles histoires, de vieilles souffrances, en faisant ressurgir des ombres déjà dissoutes dans les brumes du temps. Mais Jung nous a rappelé que la psyché ne se libère pas par la force, mais par la conscience. Et cette conscience naît lentement, comme un soleil qui ne veut pas effrayer l'aube. Peut-être êtes-vous déjà plus entier que vous ne l'imaginez. Peut-être la guérison est-elle déjà un arbre qui pousse au sein de vos ombres, prenant racine précisément là où vous pensiez autrefois que c'était la malédiction. Peut-être portez-vous encore en vous des souvenirs émotionnels qui semblent vivants, mais qui ne sont que des échos, des répétitions automatiques d'une souffrance qui n'a plus de substance, seulement une forme. Des échos de ce que vous étiez, et non de ce que vous êtes. Il y a aussi ce moment subtil, presque clandestin, où le silence cesse d'être l'ennemi. Au début, c'est effrayant, car dans le silence, on entend trop de choses. On entend des peurs qu'on a refoulées pendant des années, des pensées qu'on préférerait ne pas avoir, des versions de soi-même qu'on a tenté d'abandonner. Le silence, pour quelqu'un qui est encore blessé, est une maison hantée. Mais à mesure que le processus intérieur progresse, quelque chose change profondément. Ce qui vous terrifiait devient familier. Ce qui était une menace devient un refuge. Soudain, le silence n'exige plus de combat. Il accueille. Il ne questionne pas, n'exige rien, ne juge pas. Il est simplement là, et vous commencez à exister en son sein avec une aisance insoupçonnée.
Carl Jung disait que ce à quoi nous résistons continue de nous hanter, mais que ce que nous laissons entrer se transforme sous nos yeux. C'est peut-être ce que vous avez déjà fait sans le savoir. Vous avez peut-être laissé quelque chose que vous craigniez autrefois devenir un compagnon. Et puis vous remarquez des signes subtils, presque imperceptibles, et pourtant si puissants. Une respiration plus lente, la capacité de passer quelques minutes sans stimulation, la légèreté de ne plus avoir besoin d'occuper tout l'espace, l'étrange confort d'être seul avec soi-même sans rien justifier. Ce ne sont pas des signes que le monde applaudit, ce ne sont pas des exploits que l'on peut afficher, mais ce sont des étapes profondes dans l'architecture de l'âme. Ce sont des marques qui indiquent que vous avez déjà franchi des frontières intérieures qui semblaient auparavant infranchissables. Et même si des ombres persistent, même si le doute subsiste, même si une partie de vous s'obstine à dire que vous n'êtes pas prêt, une autre partie, la plus ancienne, la plus sage, la plus intime, sait déjà que la guérison est en marche. Elle n'annonce pas son arrivée, mais se révèle dans votre façon d'appréhender le monde, dans votre respiration, dans votre façon de penser, dans votre regard sur vous-même. C'est un changement silencieux, mais impossible à contenir. Et à ce stade, la question la plus importante est peut-être que faire lorsqu'on réalise qu'on n'est pas aussi brisé qu'on le pensait, car admettre qu'on va mieux suscite une peur profonde. Il y a une appréhension presque instinctive à l'idée d'abandonner des identités forgées par la souffrance. On éprouve un étrange sentiment de trahison, comme si guérir signifiait effacer le passé. Mais il n'en est rien. La guérison n'efface rien, elle intègre. Jung affirmait que l'éveil ne consiste pas à imaginer la lumière, mais à prendre conscience de ses propres ténèbres. C'est ce qui se passe en vous en ce moment. Les parts de vous-même autrefois cachées deviennent visibles, et en devenant visibles, elles cessent de dicter votre destin depuis l'ombre. Vous ne niez rien, vous intégrez tout, et c'est de cette intégration que naît la véritable plénitude. Avant de passer à la prochaine étape de ce voyage, prenez une profonde inspiration et observez. Quelque chose en vous s'est déjà éveillé. Quelque chose s'est déjà mis en mouvement. Quelque chose a déjà choisi de continuer malgré tout. Et même si votre esprit tente de le nier, même s'il essaie de vous convaincre qu'il est trop tôt, que le chemin est encore long, que vous ne le méritez pas, une force plus profonde a déjà fait son choix. Une force silencieuse qui émane d'un centre ancestral, de ce lieu que Carl Jung décrivait comme le noyau mystérieux du soi. Ce centre palpite à présent, et c'est peut-être cette pulsation qui vous appelle à vous-même. Et c'est précisément à ce point, sur cette fine ligne entre l'ancien et le nouveau, que la première étape de ce voyage doit s'achever. Car quelque chose de plus grand nous attend dans l'obscurité, quelque chose qui ne se révélera qu'au prochain pas. Mais attention, ce prochain pas n'est pas extérieur, il est plus profond. Et ce que vous y découvrirez pourrait bien transformer tout ce que vous croyez savoir sur votre véritable nature. Il y a un moment presque imperceptible où l'on réalise qu'on ne fuit plus. Non pas par abandon, mais parce qu'une part de soi a enfin compris que la fuite n'était qu'un cercle vicieux. Cesser de fuir n'est pas un acte héroïque. C'est une vieille lassitude qui se mue en lucidité. C'est l'instant où l'on se regarde dans ce miroir sombre qu'on a toujours évité, le miroir qui reflète notre propre psyché, et où l'on constate qu'il ne cherche plus à nous attaquer. Il nous renvoie simplement une image que l'on a longtemps refusé de voir. Carl Jung disait que la paix ne vient que lorsqu'on accepte la confrontation, et non lorsqu'on la surmonte. C'est peut-être pourquoi un calme étrange naît après l'effondrement, une tranquillité presque indifférente, comme si notre poitrine était trop lasse pour supporter les masques, les conditionnements, les rôles et les attentes. C'est une paix qui n'enthousiasme personne, qui ne s'accorde pas avec des musiques inspirantes, qui ne donne pas envie de publier sur les réseaux sociaux. C'est une paix rude, mais profondément réelle. Elle apparaît quand on est trop épuisé pour continuer à jouer des rôles et que pour la première fois depuis longtemps, on choisit simplement d'exister. C'est dans cet instant fugace que la solitude cesse d'être une punition et devient présence. On le remarque dans de petits moments, presque banals, quand on se réveille avant le réveil et qu'on ne ressent pas le poids immédiat de l'anxiété, quand on s'assoit en silence sur le canapé et qu'on constate que le calme n'est plus douloureux, quand on réalise qu'on n'a pas besoin de courir après qui que ce soit pour se sentir vivant.
Ces gestes quotidiens, si discrets qu'ils semblent insignifiants, sont des marques profondes qu'un changement s'est opéré en nous. Et quelque chose a véritablement changé. Les parts de vous-même que vous jugiez dangereuses, les pensées tortueuses, les désirs cachés, les faiblesses qui vous causaient tant de honte, commencent à se manifester sans la violence d'antan. Elles n'arrivent plus comme des monstres tentant de défoncer des portes, mais comme des enfants timides qui attendent simplement d'être reconnus. Vous les regardez et pensez « Oui, vous faites aussi partie de moi ». Et cette petite acceptation qui paraît si simple est l'un des mouvements les plus profonds de l'âme humaine. C'est ce que Carl Jung appelait la prise de conscience de ce qui était auparavant caché. Il n'y a pas d'éveil sans ombre et pas de plénitude sans cette réconciliation silencieuse qui naît lorsqu'on est trop las de feindre d'être à moitié quelqu'un. Cette réconciliation s'étend même au quotidien, là où on s'y attend le moins. Sur le chemin du travail, par exemple, lorsqu'une voiture vous coupe la route et que vous réalisez que l'explosion émotionnelle qui vous submergeait n'est plus qu'un léger malaise. Ou lors de cette conversation difficile avec un proche, lorsque ce vieux sentiment d'inadéquation ne vous transperce plus comme un couteau, mais vous effleure comme une douce brise. Ou encore ce jour où arrive un message qui aurait pu vous anéantir et où, au lieu de vous effondrer, vous ne ressentez qu'une légère tension, reconnaissable mais inoffensive. Ces micro-événements sont de profondes transformations car ils montrent que la mémoire émotionnelle a perdu son emprise. La blessure existe toujours, mais elle ne règne plus. Elle ne dirige plus votre corps, vos pensées, votre respiration. Jung expliquait que ce qui n'est pas intégré agit comme une force autonome, presque comme s'il possédait une vie propre. Ce sont ces fragments qui provoquent l'effondrement de l'esprit, précisément au moment où l'on a le plus besoin de calme. Et combien de fois cela vous est-il arrivé? Combien de fois, au beau milieu d'une réunion importante, d'une conversation essentielle, ou même en essayant simplement de respirer, votre esprit vous a-t-il fait sombrer sans prévenir? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un manque d'entraînement. Personne ne nous a appris à observer avant de réagir. Nous avons grandi en apprenant à ressentir comme quelqu'un qui reçoit une décharge électrique. Involontairement, impulsivement, sans aucun temps mort entre le stimulus et la réaction. C'est pourquoi la moindre frustration engendre des tempêtes intérieures. C'est pourquoi la moindre critique est perçue comme une punition. C'est pourquoi le moindre bruit devient une menace. Mais la psyché a son propre rythme de guérison, et ce rythme ne correspond presque jamais à ce que voudrait l'esprit conscient. On ne perçoit pas ce processus. Il se déroule pendant qu'on conduit, qu'on fait la vaisselle, qu'on essaie d'organiser sa vie. La guérison agit comme des racines qui s'enfoncent profondément dans l'obscurité, invisible au regard quotidien. Et puis arrive ce jour qui semble comme les autres, mais qui ne l'est pas. Quelque chose se produit qui autrefois vous détruisait. Un ton de voix, un mot mal choisi, un vieux souvenir qui ressurgit sans prévenir, une expression sur un visage. Avant, cela aurait creusé des cratères en vous, tout chamboulé, vous aurait fait perdre pied. Mais maintenant, sans prévenir, vous respirez simplement. Vous ressentez le malaise, bien sûr, l'âme enregistre l'impact, mais il n'y a pas de chute, pas de spirale infernale, pas de sentiment de vous perdre. C'est comme croiser un vieil ennemi dans la rue, et au lieu de préparer son corps au combat, simplement reconnaître sa silhouette et continuer son chemin. Cette différence subtile, presque microscopique, est l'une des preuves les plus convaincantes que vous vous reconstruisez de l'intérieur. Les déclencheurs existent toujours, mais ils ont perdu leur pouvoir. La douleur est encore présente, mais elle ne contrôle plus votre récit. Et bien que l'ombre soit toujours là, comme elle le sera toujours, elle n'a plus la force de vous arracher à votre propre vie. Carl Jung insistait sur le fait que les traumatismes ne disparaissent pas. Ils se transforment lorsque la conscience peut les observer sans s'y soumettre. Et c'est précisément ce qui se produit lorsque vous revisitez un souvenir douloureux et réalisez que vous pouvez désormais le raconter sans trembler. Vous pouvez désormais l'aborder sans vous y plonger. Vous pouvez désormais vous en souvenir sans vous engloutir. Et là, quelque chose d'inattendu, presque déconcertant, surgit. La guérison arrive rarement de façon spectaculaire, mais elle s'accompagne généralement d'une étrange sensation de réorganisation. Comme lorsqu'on range un vieux placard sans se rendre compte de l'ordre qu'on crée et que soudain,
En ouvrant la porte, tout s'éclaire. Il en va de même pour les pièces internes, auparavant éparpillées, brisées et désalignées. Elles commencent à s'emboîter presque imperceptiblement. On le remarque dans les petites décisions. Choisir de prendre ses distances avec quelqu'un sans culpabiliser, dire non, sans avoir à se justifier, réaliser qu'on n'a pas à se justifier auprès de tout le monde, laisser certains silences s'installer sans chercher désespérément à les combler. Ce sont des gestes du quotidien, presque banals, mais ils révèlent une maturité émotionnelle silencieuse, profonde et libératrice. Et puis un tournant encore plus surprenant se produit. Le sentiment que quelque chose commence à vous guider de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Une intuition plus claire, une perception plus fine de votre propre mouvement intérieur, une sorte de boussole pointant vers vous-même. Carl Jung décrivait cette force comme le noyau du soi, le centre qui sait avant même que l'esprit ne sache. C'est de là que provient cette tranquillité inattendue qui surgit au milieu du chaos, cette confiance qui naît sans raison apparente, cette certitude presque douce que vous n'êtes plus à la dérive. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est une reconnaissance. La reconnaissance que vous rentrez chez vous après des années d'errance intérieure. Et pourtant, il y a un point délicat. Admettre qu'on va mieux peut être effrayant. On a souvent l'impression de trahir son ancienne personnalité, comme si abandonner la douleur revenait à renoncer à son identité. Mais en réalité, on n'abandonne rien, on intègre. Guérir n'efface pas le passé, cela le réorganise. Et cette réorganisation, ce mouvement souterrain que vous ressentez peut-être en ce moment, marque le début de la partie la plus profonde de ce cheminement. C'est pourquoi cette étape doit s'achever ici même, à ce point où le calme se mêle à l'étrangeté, où l'on sent que quelque chose a bougé sans pouvoir encore le nommer. Car la prochaine étape ne se fera pas en surface, elle exige une descente plus profonde, plus intime, plus révélatrice. Ce qui suit n'est pas une confirmation, mais une confrontation. Ce n'est pas une explication, mais une immersion. Et toute véritable descente, guidée par la conscience, mène à une révélation qui transforme tout ce que l'on croit savoir de soi-même. Respirez. L'ombre est sur le point de révéler le fragment suivant. Il y a un moment unique dans ce cheminement intérieur où l'on comprend que ce n'est pas une question de force mais d'intégration. Cette vieille partie de notre histoire, figée comme une photographie qui n'a jamais vieilli, s'est enfin animée. C'est comme contempler un paysage resté des années durant rigide, immobile. Et puis, sans prévenir, une brise discrète lui insuffle la vie. On le ressent dans son corps avant même de le comprendre intellectuellement. Ce sentiment d'injustice qui nous consumait n'est plus qu'une braise résiduelle. Cette absence qui imprégnait chaque relation n'est plus qu'un vague souvenir. Ce regard de mépris qui nous suivait comme une ombre a perdu de sa netteté, s'est estompé. La blessure existe toujours, bien sûr, mais quelque chose a changé. Une nouvelle peau recouvre, protège, respire. La cicatrice demeure, mais elle ne fait plus mal au toucher, et ce détail, si simple, porte en lui tout un univers de transformation. Mais voici un point intrigant. Lorsque ce changement intérieur se produit, on ne s'en aperçoit presque jamais immédiatement. Parfois, on doute même de soi-même. Suis-je devenu froid? Ai-je perdu ma sensibilité? Est-ce de l'indifférence? Non. C'est de la compréhension. Pour la première fois, votre système nerveux ne s'effondre pas face à un écho du passé. Pour la première fois, votre psyché affirme avec une fermeté calme « Cela s'est produit, mais cela ne se reproduit plus ». Vous êtes sorti de la torpeur du traumatisme, de ce cycle répétitif qui vous replongeait dans la même douleur, comme si le temps était incapable d'avancer. Carl Jung insistait sur le fait que tout ce qui demeure inconscient se répète comme une destinée. Et c'est peut-être précisément ce à quoi vous assistez, l'interruption d'une destinée héritée, la libération d'une histoire qui vous a jadis englouti tout entier. Et puis, une sorte de digestion émotionnelle de ce qui semblait auparavant impossible à accepter se produit. Métaboliser la souffrance, c'est précisément cela. La transformer en matière psychique, l'incorporer à l'organisme de l'âme, reconnaître que le souvenir peut subsister sans continuer à vous blesser. Vous revivez des situations similaires, le silence d'autrui, un regard dur, une critique inattendue, et au lieu de vous effondrer, vous observez simplement. Vous pensez « intéressant » et vous passez à autre chose.
ce n'est pas de la froideur, c'est de la liberté. C'est la preuve vivante que le passé a cessé de mordre parce que vous avez cessé de saigner. Vous ne réagissez pas, vous choisissez. Et ce choix, même silencieux, est profondément poétique. Mais prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous sous-estimé ce changement? Combien de fois avez-vous ignoré vos propres progrès parce que vous pensiez que la normalité n'était pas un accomplissement? Et si cette normalité était en réalité la victoire que vous attendiez depuis des années? La vérité, c'est que cet état, si discret qu'il passe presque inaperçu, est monumental. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous avez renoncé aux anciennes versions de vous-même qui réclamaient à corps et à cri l'approbation, qui cherchaient à être validées, qui frappaient à vos portes intérieures en implorant la reconnaissance. Désormais, vous avancez sans porter ces voix. Non pas parce que vous les avez fait taire, mais parce qu'elles ont enfin trouvé leur place en vous. Le silence qui vous effrayait jadis est devenu votre refuge. Le calme qui semblait impossible est devenu une habitude. Et aussi étrange que cela puisse paraître, cette tranquillité ne s'accompagne ni d'orgueil, ni d'une grande réussite intérieure. Elle est simple, presque banale. Mais c'est précisément dans cette simplicité que réside sa grandeur. Il existe cependant un phénomène encore plus profond qui mérite notre attention, la contradiction. Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire « Je suis reconnaissant de ma vie, mais parfois tout m'étouffe » ou « J'aime cette personne, mais j'ai aussi besoin de distance » ou encore « J'ai confiance en moi, mais je n'ai aucune idée de ce que je fais ». L'esprit, en quête désespérée de logique, panique. Il veut résoudre l'impasse immédiatement, comme si ressentir deux choses à la fois était une menace et non une complexité. Mais Carl Jung avait pressenti ce conflit et l'a nommé la fonction transcendante. La capacité du psychisme à supporter les contraires sans imploser, à exister dans la tension sans prendre parti, à reconnaître que vivre, c'est accepter les paradoxes. Et alors surgit une question inattendue. Pourquoi avez-vous cru si longtemps que vous deviez être une seule et unique chose? Qui vous a convaincu que la constance absolue était un signe de maturité? La vérité, c'est que la sanction prend tout son sens quand on tolère ses propres contradictions, quand on accepte qu'en nous coexistent un moine et un sauvage, un protecteur et un destructeur, un cœur tendre et un esprit brutal. Il n'est pas nécessaire de nier cela. Il n'est pas nécessaire d'effacer cela. Ces parts de nous réclament simplement de l'espace, une voix, nous demandent d'arrêter de tenter de reconstruire une image idéalisée de nous-mêmes. Le moi parfait, résolu, illuminé et absolument cohérent n'existe pas. Et plus on essaie de vivre comme s'il existait, plus on s'éloigne de sa propre vérité, plus on se fait du mal intérieurement, plus on se détériore. Te souviens-tu de la dernière fois où tu as éprouvé de la culpabilité pour être en colère, ou de la honte pour ta fragilité, ou encore de l'hypocrisie pour avoir besoin de liberté au sein d'une relation que tu aimes? Ces petits dilemmes courants sont l'expression même d'une psyché qui lutte pour préserver son intégrité. Mais tu n'as plus besoin de combattre. La guérison survient précisément lorsque ce combat cesse, lorsque la voix rigide de l'ego s'affaiblit et laisse place à une compréhension plus profonde de ton propre mouvement intérieur. Ce que tu appelais instabilité émotionnelle n'était peut-être que la vie qui se meut. Ce n'était peut-être jamais un défaut, juste une danse. Et alors, une image claire se dessine. Imaginez votre âme comme une personne marchant sur un fil tendu très haut, en équilibre entre le désir de s'accrocher et l'impulsion de lâcher prise, entre la peur de perdre et le désir d'avancer, entre l'instinct de protection et l'aspiration à la liberté. Chaque pas semble risqué, chaque balancement menaçant, mais peut-être que le véritable danger est de ne pas s'autoriser à marcher. Et une autre question se pose. Combien de fois avez-vous cessé d'avancer par peur de trébucher? Combien de versions possibles de vous-même sont restées stagnées parce que l'hésitation était perçue comme un échec? C'est à ce moment précis qu'un événement véritablement inattendu se produit. Ce qui était un effort devient un mouvement naturel. La corde semble moins tendue. La peur ne paralyse plus, elle accompagne simplement. L'ambivalence n'exige plus de décision immédiate, mais seulement l'acceptation. Et peu à peu vous réalisez quelque chose qui aurait pu vous échapper. Ce n'est pas vous qui êtes sur le point de tomber.
c'est vous qui apprenez à danser sur le fil. Mais avant que cette danse ne se poursuive, il faut révéler quelque chose de plus profond, quelque chose de caché précisément sous cette oscillation, quelque chose qui ne se manifeste que lorsqu'on se libère de la peur de son propre déséquilibre. Et c'est sur ce seuil, entre le pas suivant et l'abîme possible, entre l'ombre qui revient et la lumière qui approche, que cette étape doit s'achever. Car ce qui suit n'est pas une continuation, c'est une transmutation. Préparez-vous. La prochaine descente révélera ce que vous n'avez jamais osé nommer, mais dont vous avez toujours su l'existence. Tu vis au milieu, oscillant, parfois en chute libre, parfois en équilibre, comme quelqu'un qui marche sur un terrain dont la texture change à chaque pas. Avant, cela te détruisait. Maintenant, cela te façonne. Comprends-tu ce que cela signifie? Cela signifie que tu ne te brises plus face à tes propres contradictions internes. Cela signifie que tu as mûri émotionnellement au point de reconnaître que la vérité humaine n'est pas mathématique. Elle est organique, changeante, subjective. La psyché ne répond pas aux ordres de la logique. Elle répond au rythme secret de ce qui vit en submergé. C'est pourquoi maintenant, tu peux aimer quelqu'un et désirer malgré tout garder tes distances. Tu peux sourire et ressentir un vide abyssal l'instant d'après. Et pour la première fois, cela ne te fait pas peur. La leçon apparaît lorsque ton esprit cesse enfin d'exiger que ton cœur soit prévisible. Lorsque tu acceptes qu'il n'y a pas de ligne droite dans le mouvement de l'âme, seulement des spirales qui reviennent guérir ce qui a encore besoin d'être touché. Ce qui revient aujourd'hui n'annule pas ce qui a évolué hier. Cela montre simplement que chaque émotion a sa propre anatomie. Il est curieux de voir comment cette compréhension se manifeste. On réalise que ce qui était autrefois un défaut est devenu un flux. Carl Jung disait qu'aucun être ne peut s'élever sans explorer ses profondeurs, et cette phrase souvent répétée prend un sens différent lorsqu'on la vit pleinement. Car il ne s'agit pas d'accepter l'ombre comme une métaphore, mais comme une composante concrète du quotidien. Le critère est simple, votre capacité à rester dans l'inconfort sans vous trahir. Auparavant, face à toute incohérence intérieure, vous vous empressiez de décider, de définir, de vous adapter. Maintenant, vous observez simplement. Vous laissez l'oscillation exister. Vous reconnaissez votre force et votre vulnérabilité simultanée, et vous ne cherchez plus à sacrifier une partie de vous-même pour survivre à l'autre. Ce n'est pas de l'indécision, c'est de la clarté. La contradiction cesse d'être une faille et devient un terreau fertile. Ainsi, vous commencez à percevoir les autres différemment, car ceux qui acceptent leur propre ambiguïté jugent autrui avec moins de sévérité. Auparavant, vous étiez irrité par les personnes indécises, incohérentes, qui ne savaient pas ce qu'elles voulaient. Désormais, en les voyant hésiter, vous vous reconnaissez en elles. Et de cette reconnaissance naît l'empathie. Mais une question inévitable se pose alors. Combien de conflits, intérieurs et extérieurs, avez-vous alimenté simplement en refusant d'accepter que toute vérité humaine soit paradoxale? Combien de souffrances avez-vous prolongées en cherchant des réponses définitives? Aujourd'hui, peut-être face à une situation, vous dites sans culpabilité « Oui, je suis perdu. Oui, j'aime et je crains à la fois. Oui, je désire deux choses qui s'annulent. Et c'est normal. » Cet espace intérieur où les contraires s'harmonisent n'est pas une faiblesse, mais une lucidité. C'est le début d'une nouvelle façon d'exister. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a résolu ses conflits. Vous êtes quelqu'un qui a appris à les vivre sans sombrer. Et cet apprentissage transforme non seulement votre relation à vous-même, mais aussi votre relation au monde. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. On commence à comprendre comment on a passé des années à corriger des reflets qui n'étaient même pas les nôtres. Combien de fois a-t-on regardé avec suspicion et comment s'est-on efforcé de paraître plus digne de confiance? Combien de fois a-t-on été traité de fragile et comment a-t-on dépensé toute son énergie à paraître invincible? Combien de fois a-t-on dit qu'on était difficile, excessif, froid, dramatique? Et on l'a cru. On a modelé sa voix, son comportement, sa posture, comme quelqu'un qui essaie de se fondre dans un miroir brisé. Et le plus impressionnant, c'est qu'on ne s'en soit pas rendu compte. Car les projections ne se manifestent pas d'elles-mêmes. Elles se présentent déguisées en sincérité, en conseil, en sollicitude. Elles se présentent
même sous forme de compliments, mais des compliments qui emprisonnent. C'est Carl Jung qui a apporté la clarté nécessaire à la compréhension de ce phénomène. Ce que les autres perçoivent en vous n'est souvent que le reflet des aspects qu'ils ne supportent pas de voir en eux-mêmes. Et l'inverse est également vrai. Le père qui vous traitait de rebelle n'a peut-être jamais supporté d'être remis en question. La mère qui vous trouvait froid n'a peut-être pas su gérer sa propre souffrance. L'ami qui vous accusait d'arrogance était peut-être étouffé par son propre orgueil. Mais plus jeune, sans défense, vous croyiez tout. Vous croyiez et façonniez votre vie autour de ces projections, comme si vous deviez prouver au monde que vous étiez l'inverse de ce qu'il vous disait. Mais vivre en niant ces projections, c'est encore en rester l'otage. La sanction profonde commence dès l'instant où vous pensez « ce n'est pas à moi ». Et la façon dont le corps ressent cette phrase est surprenante. Une critique arrive, effleure votre peau, mais ne vous pénètre pas. Elle ne s'installe pas. Elle ne domine pas vos pensées. Vous observez, analysez, percevez l'intention derrière les mots et comprenez que ce qui vous est lancé en dit bien plus long sur la personne qui le lance que sur vous. C'est un tournant radical. C'est le moment où le miroir déformant se brise et où, au lieu d'essayer de recoller les morceaux, vous décidez de construire votre propre reflet. Et cela engendre des événements curieux. Des situations qui vous détruisaient autrefois deviennent presque des scènes de laboratoire. C'est comme si vous observiez votre propre vie sous un angle nouveau. Quelqu'un vous accuse injustement. Avant, vous désespériez. Maintenant, vous pensez « intéressant, cela semble davantage les concerner que moi ». Quelqu'un vous traite comme si vous étiez fragile. Vous ne vous repliez pas sur vous-même. Vous cherchez simplement à comprendre cette perception. Et le plus surprenant, parfois, vous découvrez que la projection de l'autre ne vous affecte pas, car vous finissez par vous reconnaître vous-même. Et alors, une question inattendue surgit. Combien d'identités avez-vous portées qui n'étaient jamais les vôtres? Combien de peurs avez-vous nourries par erreur? Combien de culpabilité avez-vous accepté simplement parce que vous ne saviez pas encore où l'autre personne s'arrêtait et où vous commenciez? Cette différenciation marque le début d'une liberté sans précédent. Dès lors, un phénomène improbable se produit. Vous cessez de vous justifier constamment. Vous n'éprouvez plus le besoin de prouver que vous êtes bon, calme, suffisant, fiable. Vous ne cherchez plus à paraître cohérent, ni à vous conformer automatiquement aux attentes émotionnelles d'autrui. Vous êtes, tout simplement. Et paradoxalement, dans ce simple fait d'être, réside une force insoupçonnée, une force que vous n'aviez jamais puisée dans vos efforts pour vous défendre. Mais une surprise encore plus grande vous attend juste après cette libération. Lorsque vous cessez de porter des projections, vous voyez enfin ce qui vous appartient vraiment. Et cette vérité, brute, intime, lumineuse et sombre à la fois, est bien plus profonde que toutes les étiquettes que le monde a tenté de vous imposer. Et c'est précisément à la frontière entre ce que vous rejetez et ce que vous finissez par reconnaître que cette étape doit s'achever. Car la prochaine ne concerne plus ce que vous êtes devenu, mais ce que vous avez toujours été avant même que le moindre miroir brisé ne se forme. Préparez-vous. Ce qui suit n'est pas une simple découverte, c'est une révélation. Et cette présence solide, silencieuse, presque secrète, est l'une des plus grandes preuves de votre transformation intérieure. Vous avez appris à habiter votre propre être, et non celui que les autres attendaient de vous. Cet accomplissement a un prix, car votre véritable nature ne plaît pas à tout le monde. Elle ne se plie pas facilement, elle ne se conforme pas aux attentes des autres, elle ne répond pas aux anciennes exigences auxquelles vous vous êtes jadis soumis comme à des lois. Votre authenticité dérange ceux qui ont besoin que vous continuiez à fonctionner comme avant, mais c'est normal. Vous n'avez pas parcouru tout ce chemin pour être compris par ceux qui ne peuvent vous voir qu'à travers leur propre miroir brisé. Vous avez parcouru ce chemin pour vous souvenir de qui vous êtes lorsque personne ne vous regarde, et cela demande du courage. Cela exige d'affronter votre vide intérieur sans le combler par des regards extérieurs. Cela exige d'abandonner le rôle du caméléon et d'endurer le vertige de ne trouver sa place nulle part ailleurs que chez soi. Mais de ce vertige naît précisément une paix rare, une paix si vraie qu'elle en est presque étrange. Il est écrit « Je ne suis peut-être pas ce que vous imaginez,
Et cela a enfin cessé d'être un problème. Cette paix n'est pas une performance. Elle ne brille pas, elle ne pose pas, ce n'est pas un trophée à exhiber. Elle est intime, souterraine, presque clandestine. Et si vous pouvez déjà la ressentir, même par étincelles, même par petits intervalles, cela signifie que quelque chose de profond s'est libéré en vous. Cela signifie que vous reconnaissez déjà quand vous êtes la cible de l'ombre d'autrui, sans vous en blâmer. Cela signifie que vous n'avez plus besoin d'être vu pour vous sentir réel. Et c'est l'une des expressions les plus claires du processus d'individuation. Exister pour soi-même, non comme un reflet de l'autre, mais comme un reflet de ce qui naît de son propre centre. Car en fin de compte, le vrai miroir n'a jamais été à l'extérieur. Il a toujours été à l'intérieur. Et ce n'est que lorsque vous cessez d'essayer de vous conformer au regard des autres que vous commencez enfin à vous voir tel que vous êtes. Et voici un détail important. La guérison ne survient pas toujours brutalement. Parfois, elle se manifeste par un souffle discret, presque timide, comme un frisson inexplicable, un soupir de soulagement, non de douleur. Vous faites la vaisselle distraitement et vous vous surprenez à fredonner doucement. Vous marchez dans la rue et sentez le soleil caresser votre peau d'une douceur insoupçonnée. Vous voyez un chien dormir, une personne âgée tenir la main de quelqu'un, une feuille tomber lentement, et quelque chose en vous murmure « c'est beau ». C'est la vie qui revient, pas la vie grandiose dont vous pensiez avoir besoin, pas le dénouement spectaculaire que vous imaginiez en rêvant de transformation. C'est autre chose, plus délicat, plus silencieux, plus authentique. Carl Jung appelait cela le contact avec le soi, le point où le conscient et l'inconscient s'unissent pour former une perception plus large et plus complète. C'est un état où l'on n'a pas besoin de tout comprendre pour se sentir à sa place. Le chaos existe toujours, bien sûr, mais il n'est plus nécessaire de le combattre. On commence à cheminer avec lui, à dialoguer avec lui. Et de cette coexistence inattendue naît quelque chose qui n'a pas de nom précis, mais qui s'approche du sens. Non pas un sens comme une grande mission ou un destin héroïque, mais un sens comme un sentiment intime de cohérence intérieure. On trébuche encore, on ressent encore de la peur, on répète encore de vieux schémas. Mais sous tout cela, il y a un fil conducteur. Un sens qui ne vient pas de l'extérieur, qui ne vient pas des autres, qui ne provient pas d'une validation extérieure. Il émerge de l'intérieur, comme si un nouvel axe se construisait au cœur de notre conscience. C'est comme si une boussole silencieuse, perdue depuis des années, se remettait enfin à indiquer une direction. Et le plus surprenant, cette direction n'est pas extérieure, mais intérieure. Ce n'est pas une direction géographique, mais une direction psychique. Ce n'est pas une destination, c'est le centre. Carl Jung décrivait cette expérience comme la réunion avec la lumière, cette subtile sensation de toucher à quelque chose de sacré, non pas au sens religieux, mais existentiel. C'est le moment où l'on comprend que la vie ne se déroule pas contre soi, mais à travers soi. Et c'est curieux de voir comment cela peut se produire dans les situations les plus improbables. Il n'est pas nécessaire que ce soit un rituel, un voyage initiatique, un moment solennel. Cela peut arriver en prenant un simple café, en attendant le bus, en pliant du linge, en regardant la vapeur s'échapper de la casserole. Soudain, vous ressentez une clarté inattendue, une sorte de tendresse sans explication logique, comme si le monde essayait de communiquer avec vous autrement. Avant, tout était combat. Maintenant, c'est le dialogue. Même lorsque la vie vous provoque, même lorsqu'elle semble tester vos limites, vous sentez qu'il y a là quelque chose qui cherche à vous apprendre quelque chose, et non seulement à vous blesser. C'est ici que commencent les événements improbables. Des situations en apparence ordinaires, mais porteuses d'un message caché. Vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, et cette personne vous envoie un message quelques minutes plus tard. Vous empruntez une rue inconnue, et découvrez un symbole qui a toujours marqué votre histoire. Comme un mot particulier inscrit sur un mur, un dessin qui vous rappelle quelque chose d'important, une vieille chanson qui surgit de nulle part. De petites coïncidences qui s'obstinent à se répéter, de petits signes qui s'accumulent, comme si quelqu'un poussait vers vous les pièces d'un puzzle invisible. Et puis on commence à se demander « Pourquoi cela arrive-t-il maintenant ? Pourquoi précisément à cet instant,
alors que je suis le plus introspectif, le plus silencieux, le plus authentique? La réponse ne se trouve pas dans les mots, mais dans le ressenti. La vie s'exprime davantage quand on cesse de crier. Elle se rapproche quand on lui fait de la place. Et aussi mystérieux que cela puisse paraître, certains alignements n'apparaissent que lorsqu'on commence à exister en soi-même, et non dans le reflet des autres. Mais tout n'est pas rose ici, et c'est précisément ce qui rend cette étape si intense. Car lorsqu'on s'approche trop près de sa propre vérité, quelque chose s'agite dans l'ombre, toujours. C'est comme si des parts de soi-même, qui ont survécu grâce à la peur, sentaient qu'elles allaient céder du terrain. Soudain, une journée étrange vous saisit, une agitation sans raison apparente vous envahit, une angoisse soudaine vous frappe à l'improviste. On pourrait croire à une régression, mais il n'en est rien. C'est une résistance. Une résistance intérieure à la nouveauté qui approche. Et c'est précisément à ce moment-là, l'instant où la vie semble prendre sens et où l'ombre semble vouloir la retenir, que cette étape doit s'achever. Car ce qui suit n'est pas seulement un approfondissement, c'est l'affrontement final, le voyage le plus intense, la révélation qui décidera de qui vous serez désormais. Préparez-vous. Le récit va vous emmener aux confins les plus sacrés et les plus dangereux de votre propre âme. Il y a un moment dans la vie où quelque chose d'apparemment insignifiant perce la surface de la conscience et transforme notre perception du monde. Ce n'est pas un miracle spectaculaire, ni un signe qui déchire le ciel, mais une coïncidence si précise qu'elle prend la forme d'une conversation intime avec notre fort intérieur. Le livre parfait qui apparaît au moment où l'on était sur le point d'abandonner sa quête de réponse. La phrase prononcée par un inconnu qui touche exactement là où l'on s'efforçait de ne pas réagir. La musique qui se met à jouer juste au moment où notre âme avait besoin d'un ancrage émotionnel. Ce n'est pas de la magie, c'est la perception. C'est l'inconscient qui s'ouvre au dialogue avec le monde extérieur. Carl Jung appelait cela la synchronicité, et lorsqu'elle se manifeste, quelque chose de profond change en nous. Notre façon d'être devient moins défensive, moins rigide, moins sur la défensive, et paradoxalement, nous devenons plus forts, car la vraie force n'est pas l'endurcissement, c'est l'ouverture sans l'effondrement. C'est être capable de ressentir sans s'écrouler. C'est être capable de croire même après avoir perdu foi en presque tout. Si vous avez déjà ressenti cela, ne serait-ce qu'un instant, même timidement, sachez ceci. C'est l'un des signes les plus profonds qu'une blessure intérieure s'est déjà cicatrisée. C'est la vie qui vous dit « tu peux encore t'émerveiller », même après avoir traversé des déserts intérieurs qui ont presque anéanti votre capacité à ressentir la beauté. Cette douce merveille qui surgit de nulle part ne se fabrique pas. On ne peut ni la forcer, ni l'acheter, ni la planifier. Elle arrive quand elle arrive, après des jours gris, après des combats silencieux, après avoir cru que rien d'autre ne pourrait vous toucher. Et puis, une scène ordinaire, une lumière qui filtre par la fenêtre, une odeur familière, un simple geste de quelqu'un à vos côtés, et vous ressentez un désir inattendu, rester. Ne pas fuir, ne pas disparaître, juste rester. Rester est une décision capitale. Le désir de demeurer, même sans garantie, est l'un des plus grands signes de renaissance intérieure. C'est le oui le plus courageux que l'âme puisse prononcer. Ce n'est ni un optimisme superficiel, ni une positivité forcée. C'est un oui, peut-être fatigué, mais un oui tout de même. Et si ce oui a déjà germé en vous, même fragile, même instable, alors vous êtes revenu. Vous êtes revenu à la vie, non plus comme avant, mais comme quelqu'un qui a traversé les ténèbres et qui entend désormais le murmure de son âme. Vous avez lu ou entendu chaque mot de ce voyage, exploré chaque repli émotionnel, touché des facettes de vous-même dont vous aviez peut-être même oublié l'existence. Et peut-être, sans vous en rendre compte, une part de vous s'est reconnue, s'est souvenue de vous-même, s'est acceptée. Car au fond, tout ce récit n'était pas une histoire de signes. Il s'agissait de vous, de ce qui avait déjà changé en vous en silence, de la force qui avait grandi dans l'ombre, à propos de la beauté qui a germé dans le chaos. Mais il y a un point qu'il faut souligner. La rencontre avec soi-même est avant tout une rencontre avec son ombre. Carl Jung le savait profondément.
Vous avez passé tellement de temps à essayer de comprendre pourquoi la douleur persiste que vous avez oublié de remarquer qu'elle n'est plus aussi vive qu'avant. La transformation la plus profonde ne se manifeste pas de façon ostentatoire. Elle murmure, et elle attend patiemment que vous l'aperceviez. Elle n'exige pas que vous deveniez quelqu'un d'autre. Elle n'exige pas que vous soyez meilleur. Elle exige seulement que vous soyez entier, et que cela vous plaise ou non, vous avez déjà commencé à l'être. Permettez-moi de partager quelque chose de plus personnel pour clore ce chapitre. Il fut un temps où je croyais que guérir signifiait se réveiller un jour et ne rien ressentir. Comme si le corps allait enfin désactiver toutes ces vieilles alarmes. J'attendais cela comme on attend une révélation divine, mais cela n'est jamais arrivé. Ce qui s'est produit était tout autre et bien plus réel. Un matin ordinaire, sous un ciel gris, un café tiède à la main et une montagne de tâches accumulées, une vieille chanson a commencé à jouer. Une de celles qui autrefois me terrassait sans pitié. J'ai pris une grande inspiration, m'attendant à l'impact. Mais il n'est pas venu. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondré. Je n'ai pas été happé par le passé. Je suis simplement resté là, à écouter, à observer, à vivre l'instant présent sans m'effondrer. Et c'est là que j'ai compris. La guérison était arrivée, déguisée en normalité, revêtue du quotidien, silencieuse comme tout ce qui compte vraiment. Et c'était tout. Le remède était déjà en moi, et peut-être l'est-il aussi en vous, avant même que je ne le reconnaisse. Maintenant, je vous propose un exercice simple, mais essentiel. Appliquez cette conscience à votre quotidien. Lorsqu'une vieille douleur ressurgit, prenez quelques secondes pour vous demander « Est-ce que ça fait encore mal ou est-ce juste un écho ?» Observez les critiques extérieures et demandez-vous « Est-ce que c'est ma propre critique ou est-ce la projection de quelqu'un d'autre ?» Inspirez profondément avant de réagir impulsivement et accordez-vous le droit de choisir. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, vous n'avez pas besoin de tout résoudre. Il vous suffit de prendre conscience. La pratique commence par l'observation. Le reste viendra naturellement avec le temps. Et si un passage de ce texte vous a touché, un souvenir oublié, un rappel dont vous attendiez peut-être de vous souvenir, je vous remercie d'avoir permis à ces mots de trouver leur place en vous. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps, votre attention et votre silence à ce chemin. C'est un honneur de cheminer avec vous, même pour quelques instants seulement, même anonymement, même sans visage. Avant de partir, j'aimerais vous demander quelque chose de très simple mais d'important. Si cette vidéo vous a touché, si une phrase a résonné en vous, si un passage vous a permis de respirer différemment, alors aimez cette vidéo, pas seulement pour la chaîne, même si bien sûr cela aide beaucoup, car l'algorithme est impersonnel et ne reconnaît que des chiffres, mais aimez-la comme un geste symbolique, comme pour dire « Je me suis reconnu ici ». N'hésitez pas à commenter. Votre commentaire peut être anonyme, simple ou profond. Il peut être sincère. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a interpellé? Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'avez-vous vécu sans réaliser que c'était guérisseur? Laissez un enregistrement vocal, même si personne ne vous connaît, car cet acte est en soi une forme d'individuation, une manière d'exister. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Non pas par obligation, mais parce que peut-être, juste peut-être, c'est l'un des rares espaces où votre âme peut respirer sans avoir à faire semblant d'aller bien en permanence. Activez aussi les notifications, ce petit gardien numérique qui insiste pour vous avertir de la moindre nouveauté. Laissez-le faire son travail en toute tranquillité. Enfin, ces vidéos qui apparaissent ici ne sont pas là par hasard. Ce sont des portes. Des portes qui mènent à des lieux en vous peut-être encore inexplorés. Si vous en avez le courage, entrez, mais entrez lentement, car nul ne revient indemne après avoir franchi un portail intérieur. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Et souvenez-vous, la vie continue de vous parler, il suffit d'être suffisamment calme pour l'écouter.